Et on va simplement parler du monde du financement qui nous intéresse, nous, ici, à The Family, qui est celui de l'économie. Donc le financement des entreprises et les différents moyens d'accès que les entreprises peuvent déployer pour avoir du financement. Alors aussi, on ne va pas parler des financements classiques originaux. Ce qui nous intéresse, nous, c'est des financements qui sont à la bordure en fait, de la frontière législative et technologique et qui représentent en soi une disruption pour les acteurs. Alors, l'accès au crédit des particuliers fera l'objet d'un Barbara Tax spécifique parce que c'est un sujet tout aussi passionnant. Et si vous avez envie d'être invité, bah, dites-le nous et on vous y invitera avec plaisir. Donc, le monde du financement des entreprises, c'est un monde très complexe. Il y a d'ailleurs, nous à The Family, donc, on est une sorte de club d'entrepreneurs et on le voit que c'est un monde complexe parce qu'en général, une start-up sur deux chez nous arrête son activité le jour où elle commence à lever des fonds. C'est une sorte de trou noir. Le jour où on entend parler levée de fonds, on peut être sûr d'une chose, c'est que tout s'écroule et ça s'arrête en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'un entrepreneur commence à se renseigner sur les différents mécanismes qui sont à sa disposition pour lever des fonds, des plus originaux aux plus classiques, eh ben, il se transforme en agent administratif remplissant des dossiers plutôt qu'en entrepreneur. Et en général, c'est un point de basculement assez courant. Et surtout, en fait, ils sont extrêmement divers, extrêmement complexes. Et c'est un jeu dont tous les entrepreneurs ne sont pas nés égaux dedans. Très classiquement, les différents grands stades de la levée de fonds, alors il y en a plein d'autres en fait, mais il y a une linéarité assez simple qui sont les types de financement en fonction des montants recherchés. Alors les Américains parlent de séries, c'est plutôt pas mal, mais donc il y a la fondation, combien d'argent j'ai besoin de mettre sur la table pour démarrer. Il y a le seed, alors le seed c'est la graine, c'est le premier financement qui permet soit de bâtir un prototype, soit d'accomplir les premiers résultats, soit d'avoir le premier client, etc. Qui est différent de l'early stage. Il y a quelques années, le seed et l'early stage, c'était complètement différent. Récemment, à une réunion, un investisseur de la place m'a dit « Ah non, 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 mais nous, on est un fonds d'amorçage, on ne fait pas de seed. » Je dis « Oulala, pas ça. Pas une nouvelle catégorie dans la catégorie. » Donc si, en fait, il y a une nouvelle catégorie. Donc, le seed est en fait maintenant différent de l'early stage. L'early stage, c'est, disons, des premiers clients jusqu'à la vélocité. Ensuite, vous avez la fameuse série A. Alors, c'est très important, la série A. Parce que la série A, c'est le premier financement de type institutionnel. Les Américains parlent de série A parce qu'aux États-Unis, vous avez des pools d'actions et que c'est la première fois que vous allez émettre des actions de préférence, c'est-à-dire des actions qui vont avoir des droits différents des actions ordinaires. Et c'est des actions à qui on donne le numéro A. Et c'est pour ça qu'on parle de série A et qu'on fait des actions de série B, donc, etc. Mais c'est aussi un terme qui signifie premier financement institutionnel. Ensuite, il y a le monde très mystérieux du late stage. Et alors, je dis très mystérieux parce que le private equity, les LBO, les financements de croissance, etc., sont à nouveau une jungle. Finalement, le seul moment très clair, c'est la série A. C'est le seul moment où il y a des acteurs très identifiés, très clairs. Et il y a les IPO, mais en Europe, on a un peu oublié ce que c'était. Il paraît qu'il y a une bourse à Paris, mais il faudrait qu'on me donne l'adresse. Je ne sais plus très bien où elle est. Vous devez tous connaître ça, mais ce qui est intéressant, et c'est un peu la thèse de ce soir, c'est que les différentes tendances qu'il y a actuellement dans le financement dans le monde sont en train de remettre en cause ce schéma-là. C'est peut-être pas pour rien que des gens vous disent « moi je fais de l'amorçage et pas du seed » et que des gens vous disent « je fais du seed mais en fait c'est pas vraiment du financement ». Puis des gens qui commencent à dire « ah oui mais nous on est investisseurs mais on met pas d'argent ». Pareil, ça peut prêter à sourire mais en fait c'est quelque chose de sérieux. Parce qu'en fait toute la chaîne est en train d'être bouleversée à cause de l'émergence de trois choses, des nouveaux acteurs du financement, de nouveaux besoins de financement, c'est plus les mêmes montants au même moment, et aussi, et surtout, en fait, de nouveaux rapports au financement et à la concurrence entre les financements. C'est-à-dire qu'il y a des gens du bout de la chaîne, là, qui sont en train de descendre, puis il y a des gens du début de la chaîne qui essaient de rester jusqu'au bout et de monter. Donc la vie du financement est une sorte de guerre en ce moment pour continuer à maîtriser la chaîne et avoir les choses les plus intéressantes. Alors, allons au tout début de la chaîne. Il y a un premier phénomène, je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais nous, on est au premier plan pour le constater, c'est que Love Money is back. Alors, Love Money, c'était très tendance dans les années 90. Ça ne l'a plus du tout été après l'explosion de la bulle Internet.
Et récemment, ça m'a percuté parce qu'un entrepreneur chez nous m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu vas pas le croire, ma grand-mère a investi dans ma start-up. Et je dis, ah bon, mais pourtant, ce n'est pas ta première start-up. Il me dit, oui, oui. Il y a 10 ans, quand j'ai fondé ma première start-up et que je lui ai dit que j'avais fondé une start-up, mamie, elle m'a dit, va te peigner et trouve un vrai boulot. Là, je lui ai simplement dit que je fonde une start-up et j'en ai pas besoin de son argent. Et elle me dit, ah, c'est génial, tu vas faire comme le type là, dans ce film, le réseau social. Combien tu veux que je mette? Et donc, les grands-mères ont vu The Social Network. L'entrepreneuriat est à la mode chez les grands-parents et ensuite il est à la mode sur toute la chaîne. Au tout début, quand moi j'ai commencé à investir dans des startups en tant que business angel à titre privé, bien avant de faire The Family, l'un des grands rôles que j'avais dans ma vie, c'était de rassurer les parents. C'était véritablement de téléphoner aux parents et leur expliquer « Non, vous inquiétez pas, je ne suis pas un fou et votre fils n'est pas perdu. C'est pas de l'argent de la mafia, c'est de l'argent honnête et il n'y a pas de problème. » Maintenant, ça n'arrive plus. Nous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce problème avec le moindre parent. Pour une raison très simple, c'est que maintenant, dire à ses parents qu'on a décidé de fonder une entreprise, ça ne paraît pas hallucinant. Et d'ailleurs, même si on reprend ce film du The Social Network, qui je pense, est un moment pivot en fait, dans l'histoire de l'entrepreneuriat, on n'imagine pas à quel point Hollywood cristallise en fait, les moments d'histoire. C'est pas le film en soi qui est un moment d'histoire, parce qu'il est assez mauvais quand même, enfin, je sais pas. Mais c'est le fait que cette représentation de l'entrepreneuriat émerge comme la vision dominante qu'on en donne à des millions de gens à travers le monde. Mais il y a une scène fabuleuse, c'est quand il est dans le bureau avec le président de Harvard et qu'il lui dit « Je commence à en avoir marre de tous ces étudiants d'Harvard qui préfèrent créer un boulot plutôt qu'en trouver un ». Et à cette époque, Larry Summers qui a effectivement dit ça aux frères Winklevoss, apparemment, ça passe pour être une phrase de l'époque qui est dans le sentiment général. Aujourd'hui, Harvard est très fier d'être la première école d'entrepreneuriat aux États-Unis ou je sais pas quoi. Ils ouvrent un incubateur, ils vont faire des actions dans ce sens-là. Ils citent Mark Zuckerberg dans leur discours d'introduction pour le nouveau président. Donc, en moins de 10 ans, il y a eu un changement où on est passé de l'entrepreneuriat comme une sorte de, palliatif sympathique au chômage à un very acceptable way of life. Et ça, en fait, ça a eu un impact, mine de rien, sur les fonds disponibles. Alors, ce retour du love money s'accompagne d'un deuxième phénomène, et qui est, d'ailleurs, je vais inverser, qui est sous-jacent, en fait, à l'émergence de cette recrudescence du love money, c'est que les montants nécessaires aujourd'hui pour financer l'économie et les entreprises n'ont jamais été aussi faibles. Mine de rien, on n'a jamais eu besoin de si peu d'argent pour fonder une entreprise. Et quel que soit le domaine, hein, c'est-à-dire que souvent on peut penser que c'est une exception des startups numériques, mais fonder un restaurant aujourd'hui, ça coûte littéralement moins cher que de fonder un restaurant il y a 10 ans. Ouais, on va sortir un peu de notre caricature start-up permanente, c'est véritable. Il n'y a pas un domaine dans l'économie où les coûts de lancement ont augmenté sur les 10 dernières années. Alors, il y a évidemment, une start-up de biotech coûte beaucoup plus cher qu'une app mobile. Pas de problème. Mais aujourd'hui, nous, on voit arriver dans notre deal flow des startups de biotech qui, très sérieusement, nous pitchent des projets à 50 000 € en nous disant qu'ils ont fabriqué des séquenceurs d'ADN dans leur garage avec des pièces retrouvées. C'est véridique la semaine dernière. Et un séquenceur ADN, c'était 1 milliard il y a 15 ans. C'est pas... Et donc ça, en fait, ça a créé une situation où la nécessité de financement peut rencontrer une demande. Quand vous créez une entreprise en 1995 et que la mise de départ, c'est 5 millions, simplement sur un dossier et des slides, l'existence même de l'argent de vos proches ne fait pas sens. Vous n'allez pas aller demander 5 millions d'euros à vos proches. Tandis que quand vous êtes dans une situation où la mise de départ est de 50 000, d'un seul coup, vos proches deviennent non seulement une source légitime de fonds, mais finalement, la seule source légitime qui peut miser sur la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est vous-même. Parce que vos proches, ils vous connaissent. S'ils ne vous donnent pas d'argent, c'est soit qu'ils n'en ont pas les moyens, soit qu'ils ne vous aiment pas. Mais ils vont rarement essayer d'évaluer le projet, etc. Ce qui fait que, mine de rien, ils sont dans une situation où ils sont dans cette situation assez particulière de pouvoir miser sur les gens plutôt que les projets.
qui est la grande difficulté de l'early stage pour toute la place. On pourra en parler après. Et alors ça a créé de l'innovation légale. Alors de l'innovation légale de l'autre côté de l'Atlantique, avec notamment Safe. Safe, c'est le fait de pouvoir mettre de l'argent dans une boîte simplement sur un contrat et vous signez un contrat et vous mettez de l'argent. De l'innovation légale en France, alors là je fais un peu, c'est notre grande fierté de Noël, mais je fais un peu de pub pour nous, avec R, accord d'investissement rapide, qui permet à n'importe quelle start-up de pouvoir lever des fonds simplement sur une base contractuelle. Alors je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une augmentation de capital dans la salle. Qui sait comment fonctionne une augmentation de capital en France? Ok, bah, pas tant que ça en fait. Alors voilà, très rapidement, le process est très simple. Vous allez voir un avocat qui établit un PV que vous donnez à une banque. Ce PV doit indiquer un montant à plus ou moins 25% du montant que vous allez lever. Vous récoltez l'argent sur ce compte spécial. Si vous avez malheur de récolter moins que le montant annoncé à 25% près, bah, il faut renvoyer l'argent et réémettre un PV si vous n'avez pas une banque compréhensive. Si vous avez une banque qui est compréhensive et qui est capable de rentrer dans l'illégalité, vous pouvez réétablir un PV et une régularisation. Ensuite, ils vous remettent un certificat de dépôt de fonds que vous amenez au greffe du tribunal et là, les fonds sont débloqués sur votre compte. C'est un process fabuleux, d'une simplicité merveilleuse et qui est censé protéger les gens. Le problème dans tout ça, c'est qu'au-delà de l'aspect administratif, ça vous force en plus à définir une valeur de l'actif de votre levée de fonds. Safe aux États-Unis, c'est un contrat qui vous permet d'acheter une réduction sur la valeur du prochain tour de table en mettant de l'argent tout de suite. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent tout de suite que vous achetez à un prix demain. Et ce qui fait que ça permet aux grands-mères de pouvoir faire un chèque le matin, qui puisse être encaissé l'après-midi et qui a simplement un contrat sous seing privé. Et c'est exactement ce que R permet. Et alors, c'est assez amusant, R, parce que nous, quand on a vu Safe aux États-Unis, on s'est dit qu'on voulait la même chose parce que c'était vachement bien. Et on a commencé à parler avec des avocats et on s'est rendu compte, en fait, que non seulement c'était possible en droit français, qu'il n'y avait pas beaucoup d'obstacles, en fait, mais qu'en fait, le plus grand obstacle, c'était la profession elle-même. Ils nous ont dit, mais vous vous rendez compte, c'est quand même sympathique, les augmentations de capital à 5 000 € pour pas grand-chose. Enfin, c'est quand même beaucoup de business qui part. Donc voilà. Donc les entrepreneurs nous adorent. Pour vous donner, c'est 32 000 vues sur Facebook, R. On doit avoir 1000 fans sur notre page. Enfin, c'est notre plus grand... et c'est 6 000 R téléchargés. Et c'est déjà 6 startups qui l'ont utilisé dans notre banque, à tel point qu'il y a des banquiers qui nous écrivent en nous disant « c'est génial votre truc ». Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que les banquiers sont contents de jouer le rôle administratif du gouvernement. Ce n'est pas du tout un amusement. Mais donc, il y a des banquiers qu'on ne connaît pas qui, en ce moment, nous écrivent en nous remerciant. L'autre point, et pourquoi les montants sont en baisse, c'est parce qu'il y a une autre tendance macro qui appuie sur le marché du financement. Et mine de rien, en tant qu'investisseur, on ne peut pas la négliger. C'est qu'on est franchement une génération qui peut se poser la question: est-ce que le fait d'acheter des choses, c'était un accident de l'histoire? On ne possède plus sa voiture, on ne possède plus son ordinateur, on ne possède plus son téléphone, on ne possède plus ses serveurs, on ne possède plus rien. Il y a de moins en moins d'actifs dans les entreprises. Il y a de plus en plus de propriétés intellectuelles louées. Même la propriété intellectuelle est de moins en moins possédée par les entreprises. Ce qui fait que si les montants sont en baisse, c'est parce que la nature fondamentale d'une entreprise est elle aussi en train de changer. Une entreprise qui est valorisée par ses actifs. En face, les investisseurs, quand ils mettent de l'argent, ils se disent au pire, si ça ne marche pas, il y a quelque chose à liquider. Si vous regardez toutes les sociétés qui finissent en liquidation en ce moment, et que vous regardez ce qu'il y a dedans, en fait, il n'y a plus rien. Le marché du restructuring en France, par exemple, est en train de s'écrouler. On s'en désole énormément. On dit « Ah, il n'y a plus de fonds de restructuring, etc. » Ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'il y a à restructurer? Avant, vous pouviez acheter des entreprises et dedans, il y avait des immeubles. Et vous disiez « Ah, c'est bien, parce qu'au pire, je pourrais revendre l'immeuble à sa valeur de marché qui a augmenté par rapport à sa valeur comptable. Et donc, j'ai une sécurité. » Aujourd'hui, allez trouver une société qui possède son immeuble. Enfin, c'est de plus en plus rare. Et ça, en fait, ça fait une pression sur toute la chaîne du financement. Parce que non seulement les sociétés ne possèdent rien au début, mais elles ne possèdent rien en fin. Prenons un exemple. Instagram. Instagram s'est fait racheter par Facebook. Facebook possède ses propres data centers. Instagram a préféré rester dans Amazon Web Services et dans les serveurs de Amazon plutôt qu'être transféré chez Facebook parce que c'était trop compliqué en termes de coûts.
Parce qu'il aurait fallu que Facebook augmente sa capacité de calcul et augmente ses data centers. Ils ont préféré, vous imaginez, une société comme Instagram qui préfère ne pas posséder ses serveurs et les louer à une autre société. Et vous voulez la plaisanterie de l'année? Amazon ne possède pas ses serveurs. Vous avez une société qui loue à une société qui loue à des tierces parties des bouts de serveurs. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés dont le boulot, c'est de porter le risque pour Amazon, d'acheter des serveurs qui ne vont pas forcément être utilisés, de les louer à un certain prix chez Amazon qui maîtrise la distribution pour les revendre. Parce que l'histoire qu'on raconte très souvent sur Amazon, sur le cloud, c'est de dire ils avaient des serveurs énormes pour Noël et en fait, le reste de l'année, ils n'étaient pas utilisés, ils ont eu l'idée du cloud. Et en fait, il y a un très très beau post sur Quora du CTO d'Amazon qui raconte que c'est n'importe quoi, qui ne sait pas du tout d'où cette légende vient. Mais en fait, c'est un vrai business qu'ils ont fait avec des serveurs loués et qui continuent à faire des serveurs loués. Parce que c'est beaucoup plus simple pour Amazon de louer cette capacité que de la posséder. Donc, si même Amazon ne possède plus ces serveurs, qui bientôt va les posséder? L'autre tendance, alors en plus là il y a des représentants dans la salle, c'est l'émergence du crowdfunding. Alors le crowdfunding, je ne sais pas trop où on en est au niveau légal en France, s'il y a une loi, pas de loi, etc. Peut-être que M. de Vauplane pourra nous éclairer là-dessus. Mais c'est un sujet en fait, c'est un sujet assez intéressant le crowdfunding, puisqu'il y a une grande différence au rapport aux entreprises entre la France et les États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, énormément de particuliers ont gagné beaucoup d'argent en achetant des actions de sociétés sur des marchés secondaires. Et c'est une pratique courante aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des gens qui se sont enrichis en achetant des actions Apple, il y a des gens qui se sont enrichis en achetant des actions Dell, il y a des gens qui se sont enrichis en achetant des actions Google, soit juste avant l'introduction en bourse, soit pendant l'introduction en bourse. En France, la création de richesse par les sociétés qui ont fonctionné, par exemple, si on jouait à un jeu qui possède des actions Criteo dans la salle, oui, ça marche vite. Et en fait, il est là tout le problème, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'on a un problème avec notre économie, avec nos entreprises, etc. Mais le problème, c'est que le monde des gens, et même des gens plutôt initiés comme les gens de la salle, et le monde des deals est extrêmement éloigné. Par exemple, pourquoi en France, je vais peut-être dire une bêtise, mais 90% des VC ne sont pas actionnaires sur le côté à titre personnel. Ils n'en ont pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter les conflits d'intérêts. Mais sur quelle planète on est? C'est-à-dire, tout simplement, on est en train d'expliquer que des gens qui devraient être à la pointe de l'innovation, des gens qui devraient être au contact de l'économie la plus risquée, ne peuvent pas, à titre personnel, mettre des chèques de 10 ou 20 000 euros dans des projets, sous prétexte que leur patron de fonds ou les gens qui leur donnent des fonds pensent que s'ils font ça, ils vont arrêter de travailler pour leurs fonds. Prenons un autre exemple. Nos hommes politiques ne possèdent pas d'actions. Ils ont tous fait des déclarations de patrimoine, ils dirigent notre économie, ils n'ont pas d'actions. Est-ce que c'est un problème ou pas? Le public n'achète pas d'actions. Notre marché de l'IPO n'a pas d'actions. Et mon argument sur le crowdfunding, c'est que le crowdfunding permet, mine de rien, de reconnecter le public au sens large avec la vie économique de ce pays. C'est-à-dire qu'au-delà du financement, au-delà du fait que des projets qui n'auraient pas été financés trouvent des sources de financement, d'un seul coup, vous avez des gens qui vont passer un peu de leur temps de cerveau à réfléchir. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de bons arguments pour que les VC n'investissent pas dans les startups. Et ce n'est pas le débat. Le débat, il est ailleurs. Le débat, c'est que le fait qu'aujourd'hui, personne dans la chaîne ne possède, à un moment ou à un autre, une classe d'actifs très diversifiée à part l'immobilier. Vous avez vu la concentration du patrimoine des Français dans l'immobilier? C'est unique au monde. On peut penser que ce n'est pas un problème. De toute évidence, on a un problème économique très large à cause de ça. Donc peut-être que c'est une bonne chose que les VC puissent permettre, mais dans ce cas-là, c'est un micro-phénomène. Prenons d'autres phénomènes. Donc l'émergence du crowdfunding, elle a un impact sur l'early stage. C'est que d'un seul coup, des milliers de projets qui n'auraient pas pu être financés rationnellement peuvent l'être émotionnellement. Et on le voit avec Kickstarter. Qui a donné de l'argent sur Kickstarter ici? Bon, on le verra bientôt avec Kickstarter en France. Mine de rien, Kickstarter a permis quelque chose d'incroyable,
c'est que des milliers de projets qui n'auraient jamais trouvé une source de financement d'un point de vue rationnel en ont trouvé une d'un point de vue émotionnel. Et faire rentrer l'investissement dans la partie la plus émotionnelle, c'est faire rentrer l'investissement dans les projets les plus fous. Et on le voit avec Kickstarter. Par exemple, moi, l'un des derniers projets que j'ai financé sur Kickstarter, c'est le fait de pouvoir rêver, le fait de pouvoir être réveillé quand on rêve. C'est symptomatique du genre de projet qui jamais n'aurait passé la moindre étape du moindre comité de subvention aux EO ou de crédit impôt recherche ou d'investissement ou même la porte de The Family. Même à The Family, si quelqu'un vient me pitcher ça, je me dis, c'est quoi? Mais sur Kickstarter, d'un seul coup, ça fait sens. Parce qu'on parle d'une micro-participation, ça m'a coûté 150 $ de participer à ce rêve-là. Ça ne m'a pas coûté 1 heure par semaine et tous mes moyens. Donc, la multiplication et le fait qu'en tant que communauté humaine, on puisse investir dans les gens de façon beaucoup plus folle, parce que tous individuellement, on met une part de risque beaucoup moins forte, c'est un progrès incroyable. Et ça a un progrès qui a un impact sur le bout de la chaîne. Et ça, j'en avais pas conscience avant de rencontrer Global Silicon Valley cette semaine. Parce que pour moi, le crowdfunding, c'était un phénomène de début de chaîne. C'était quelque chose qui allait simplement révolutionner le marché de l'early stage, qui allait donner aux entrepreneurs la possibilité de trouver des sources de financement alternatives, et donc plus simples, comme je vous dis, financer des choses beaucoup plus folles. Mais en fait, le late stage est incroyablement intéressé par le crowdfunding. Et notamment, Global Silicon Valley m'a raconté quelque chose qui est vraiment fascinant et que je partage avec vous, parce que j'ai le droit de le partager. Donc Global Silicon Valley, c'est un fonds qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans. Et ce fonds, il a une petite particularité, c'est qu'il a été levé par une IPO. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont introduit en bourse un fonds de VC qui est coté. Et donc leur LP, c'est le général public. Donc ça a plein de contraintes, ça a quelques avantages pour eux, et ils pensent que ces avantages sont très importants. Mais notamment, l'un des avantages, c'est que c'est un fonds de late stage qui cherche à mettre des tickets entre 10 et 200 millions. Et l'une aujourd'hui de leur focus, c'est les plateformes de crowdfunding. Alors, discussion, est-ce que les plateformes de crowdfunding sont un bon business? Il me dit, j'en sais rien. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien comme source d'information? Je dis, ah bon, mais comment ça? Il me dit, bah nous, en fait, la seule chose qu'on demande en échange de nos investissements, c'est de pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui est financé, à quel moment, pourquoi, comment. Parce qu'en fait, les plateformes de crowdfunding sont tout simplement une validation du marché pour les projets. C'est-à-dire que là où d'habitude, il y a besoin de mettre de l'argent pendant beaucoup de temps pour savoir si quelque chose intéresse les gens ou pas, là, en 40 jours, on a une validation et on peut accélérer l'histoire des boîtes. Et donc, ils viennent sur 2 produits hardware, de faire un chèque de late stage. Et donc, vous avez une société qui passe du seed sur Kickstarter à la série, je ne sais pas, enfin, ce serait plutôt l'équivalent d'une série C, puisqu'ils ont investi 80 millions de $. Et ils ont fait passer ce cycle-là simplement parce que l'objet en question avait rencontré un succès énorme sur Kickstarter. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire pour la chaîne de valeur? Ça veut tout simplement dire que tous les acteurs traditionnels de la chaîne de valeur qui auraient dû financer l'early stage, la série A, la série B, d'un seul coup se font squeezer parce que vous avez un investisseur de late stage qui estime que le signal envoyé avec une telle propension sur une plateforme comme Kickstarter est un signal suffisant pour prendre le risque de mobiliser énormément de capitaux. Alors, en plus, j'étais cueilli par ça. Je me dis, mais vous n'avez pas peur, en fait, que tant d'argent déstructure la boîte parce qu'il y a un grand intérêt à ce que les financements arrivent de façon progressive, mine de rien. Les entrepreneurs ne s'en rendent pas compte, mais ça permet à l'entrepreneur de grandir et de maturer en même temps que l'arrivée des financements. Et réponse du fonds en question, derrière ce fonds, il y a les fondateurs de Second Market. On en parlera des marchés secondaires, mais c'est intéressant de voir leur raisonnement. Ce n'est pas grave, on va renforcer notre capacité de service et on va devenir une sorte de McKinsey à leur service. Donc de toute façon, on sera à leur côté pour les aider. Et vraiment, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est quand même une posture
sur le marché du late stage qui est complètement changé à cause d'une situation qui est le crowdfunding. Donc, vous voyez comme une des disruptions qui arrive aujourd'hui met sous tension l'ensemble de la chaîne. Alors, le crowdfunding a aussi un impact sur les VC. Alors, il y a une question, en fait, récemment, il y a un VC qui me... J'ai eu un petit débat avec un VC international très célèbre qui m'a dit, je lui ai dit toutes mes frustrations vis-à-vis d'un VC. Et il m'a dit, mais tu n'as juste rien compris à ce qu'est un VC. Alors, je vais partager sa sagesse avec vous. Qu'est-ce qu'un VC? Alors, moi, j'ai dit, c'est quelqu'un qui investit. Il m'a dit, non, 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 pas du tout. Un VC, ce n'est pas ça. Un VC, c'est quelqu'un capable de lever des très grosses sommes d'argent en très peu de temps et de les mobiliser pendant très longtemps. Il m'a dit, tu peux faire tous les services du monde, tu peux être un meilleur mentor, tu peux être un meilleur board member, tu peux être tout ce que tu veux. Il n'empêche, moi, je vais dans une pièce pendant 24 heures, je vois des LP et ils me confient de l'argent bloqué pendant 10 ans. Je te mets au défi d'aller faire la même chose et de réussir cette performance-là, qui est mine de rien une performance de confiance. Ça se passe dans des salles dont tu n'as jamais entendu parler, ça se passe avec des gens dont tu n'as jamais entendu parler. Et de toute façon, je peux te dire une chose, c'est que ces gens-là, jamais ils viendront vers toi. Parce que ces gens-là, ils veulent allouer leurs capitaux. Alors, dans le même moment, on commence à entendre des articles, on voit ici et là des articles qui disent « Est-ce que bloquer ces fonds pendant 10 ans, c'est une allocation d'actifs que les gens vont être encore prêts à accepter pour les 10 prochaines années ?» Et dans le même moment, on assiste à quelque chose, c'est ce que j'appelle les VC de la multitude. C'est ces gens qui se disent « Moi, si je maîtrise une source de financement suffisamment diverse, suffisamment stable et suffisamment longtemps, je vais pouvoir remplacer et virtualiser le monde de VC. » Alors, le pitch, alors c'est ce qu'on appelle l'equity crowdfunding. Le pitch, sans doute le plus proche de ça, c'est Founders Club. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Founders Club dans la salle, mais Founders Club, c'est une société qui se présente comme un VC classique, qui reçoit les entrepreneurs en meeting, qui fait des due diligence, qui devient board member pour suivre les participations, qui fait tout le travail que n'importe quel général partner ferait dans n'importe quel fonds, avec une différence près, c'est qu'ils n'ont pas, eux, de LPs. Alors les LPs, c'est les gens qui mettent de l'argent dans les VC. Et ils ont une collection de 50 000 business angels ou 5 000 business angels, je ne sais plus où est le truc, mais bon, peu importe, un nombre de business angels conséquent, qui sont capables de mettre des tickets en moins de 24 heures dans une société unique qu'ils vont utiliser pour investir dans les entreprises. Et Founders Club réserve ces capacités-là à ce qu'ils appellent des investisseurs accrédités et sélectionnés. En plus, eux, ils commencent à développer un pitch qui est, si vous avez 500 personnes qui ont intérêt au succès de votre boîte et que ces 500 personnes ont un intérêt à votre succès mais n'ont aucun droit dans votre gouvernance, d'un seul coup, grâce au numérique, ça devient parfaitement gérable. Et donc, ils vous offrent l'identité des 500 personnes, ils vous bâtissent un petit réseau social avec tous vos investisseurs sur lequel vous pouvez poster tous les news que vous voulez, comme vous voulez, et les gens qui ont un intérêt, en fait, parce qu'ils ont mis de l'argent chez vous, peuvent vous rendre des services. Alors, moi, je connais une seule société qui est passée par eux, qui s'appelle Virool, qui a levé, donc Virool a levé 6,5 millions en seed auprès d'une sorte de party round de toute la vallée. Donc, ils n'avaient pas besoin d'argent, mais le pitch leur a plu, je crois même qu'ils sont amis d'ailleurs. Et donc, ils ont été levés, en plus de leur round, un complément de 527 000 $. Et Virool vient d'écrire un article fabuleux expliquant pourquoi Founders Club était de très très loin leur meilleur VC grâce à cette communauté. Parce que cette communauté s'est mobilisée à chaque fois qu'ils en ont eu besoin sur plein de sujets, les sujets de recrutement, les sujets… Par exemple, il raconte cette anecdote, j'ai décidé de changer de bureau. Je l'ai posté dans notre communauté, un investisseur nous a loué à moins 20% l'immeuble qu'il possédait. Bon. Ça peut paraître bête, mais ça peut faire gagner beaucoup de temps. Et ce pouvoir communautaire est un pitch de Founder Club. Alors Founder Club, c'est vraiment, ils se mettent vraiment en concurrence frontale avec les autres VC. Ils se présentent comme co-lead pour des raisons de marketing, mais je pense qu'à terme, leur ambition, et c'est évident, il n'y a qu'à lire leur site internet pour le voir, leur ambition, c'est d'être vraiment lead sur les dossiers, donc d'être le premier en avant
et d'utiliser les autres en co-lead. Et ils sont en train d'essayer de recruter des GP, des General Partners, beaucoup plus expérimentés et pour offrir un meilleur service aux entreprises. Alors, il y a une vision beaucoup plus méta de ça, qui est AngelList. Par curiosité, qui connaît AngelList dans la salle? Ah oui, ça commence à être bien connu. AngelList, en fait, mine de rien, est en train de devenir une sorte de méta VC avec leur feature Syndicate. Alors, qui connaît la feature Syndicate? Déjà beaucoup moins. Donc, la feature Syndicate, c'est quoi? La feature Syndicate, elle dit que quelqu'un sur AngelList peut décider de lever des fonds pour une société donnée, d'y mettre un ticket d'une somme donnée, donc par exemple 20 000, et en son nom, de pouvoir syndiquer des tickets complémentaires de gens qui ne vont pas s'impliquer dans la société, mais qui vont y mettre de l'argent, et en échange pour le travail de syndication, de suivi, d'information, de conseils qu'il va offrir à la société, ils vont pouvoir facturer un carry à ce syndicat fixé librement, avec une seule contrainte, c'est que AngelList reprenne 5% du carry en question pour eux. Et en échange de ces 5%, AngelList structure le tout légalement, entièrement en ligne, sans aucune intervention d'avocat. Nous, The Family, on vient de faire notre premier syndicat. C'est magique, l'interface. Vous avez une term sheet dans un format que n'importe qui peut comprendre, en ligne. Vous cliquez sur les boutons, ça génère les docs. Ça envoie dans un process de signature électronique. Vous appuyez sur un bouton et 3 jours après, à la maison, vous recevez votre société. Constituée dans le Delaware, etc. Et avec tout de l'argent dedans. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton pour y mettre l'argent. Même l'argent ne passe pas par vous. C'est-à-dire que la société a un compte en banque qui ne sert qu'à la transaction. Et ce compte en banque, la signature, elle est au nom d'AngelList. Elle n'est pas à votre nom. Donc en plus, c'est un tiers de confiance pour la transaction monétaire. Et donc, AngelList est en train de devenir en fait une sorte de plateforme offrant la capacité à n'importe qui de devenir un VC à la demande. Puisque aujourd'hui, vous avez des gens qui, dans des deals, mettent des chèques de 20 000 $, mais amènent 300 000, 400 000, parce qu'ils ont derrière eux un syndicat. Et alors aujourd'hui, je crois que le deal syndicate le plus gros qui a été fait, c'est quelque chose comme 400 000 $, parce qu'on parle de tout petits tickets. Mais rien n'empêche les gens qui se sentent en confiance de faire du late stage avec cette feature. Et l'autre point qui est très intéressant à constater, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur le top 20 angel de AngelList, vous verrez qu'il y a une guerre au carry, top 20 syndicate. Moi, je le suis depuis le début et je vois de semaine en semaine des carrys qui baissent, des carrys qui montent. C'est-à-dire que même la position du 20% très classique, même ça est en train d'être remis en cause. Par exemple, il y a des gens qui viennent d'essayer de mettre 50% de carry en disant « moi, j'ai un deal flow tellement exclusif et exceptionnel que ça mérite de me payer parce que sinon, tu n'auras pas accès au deal. » Puis il y a des gens comme Kevin Rose qui ont mis 0% de carry. Parce que Kevin Rose dit bah, « moi, je fais ça pour m'amuser, je suis suffisamment riche, j'ai juste besoin de leverager un peu mes positions. Donc ça me fait plaisir de vous rendre service. Si vous voulez rentrer dans mon syndicat, il faut que je vous interviewe, mais je peux vous prendre. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais vous imaginez comme le logiciel est en train en fait, de permettre à des gens de faire quelque chose qui était possible à faire à la main. Mine de rien, ce n'est pas très différent des clubs de business angel. Sauf qu'il y a une différence fondamentale avec les clubs de business angel, c'est que vous avez une plateforme qui gère la distribution, le légal, l'ensemble de la procédure et tout ce qui va avec. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que ce n'est pas 5 ou 10 fois plus simple. C'est vraiment 100 fois plus simple d'un seul coup d'aller chercher de l'argent. L'autre point, c'est que vous constatez des phénomènes. Question, est-ce que ça va perdurer ou pas? Mais nous, dans notre premier deal syndicate, on ne connaît absolument pas, à part les 3 premiers à avoir mis un ticket dans notre syndicat, on ne connaît absolument pas l'identité des gens qui ont investi en syndicat. Et ça, c'est un... Il y a des gens qui mettent de l'argent dans une société sous prétexte qu'ils ont été recommandés sans savoir en fait la moindre due diligence à part la confiance qu'ils ont dans une marque. Donc,
ça change quand même beaucoup la donne. Alors, toute cette abondance d'argent en seed, bah, elle crée une situation assez amusante. C'est qu'on pense que le Serie A crunch soit grave ou pas grave. Au moins, il y a un truc sur lequel on ne peut pas ne pas être d'accord, c'est que par définition, il va arriver. Donc en noir, vous avez le nombre de seed deals par an, et en jaune, vous avez le nombre de Serie A deals par an. Et donc ça, c'est les chiffres simplement pour la vallée, parce qu'ils sont tirés d'Angelis, plus facile. Mais vous voyez bien qu'il y a une explosion du nombre de projets en deal, mais que la capacité de financement classique reste la même. Alors, il y a deux façons de voir ça. Première façon, c'est de se dire, par définition, sur les 1749 boîtes de disponibles, c'est pas grave s'il y en a 1100 qui meurent, parce que c'est juste une meilleure sélection naturelle. Et c'est juste que le niveau de financement augmente, et c'est pas grave. Et notamment, il y a un débat fascinant en ce moment, pour les boîtes, par exemple, dans le consumer space dans la vallée. Pendant très longtemps, la Vulgate dans la Silicon Valley disait qu'une boîte B2C avait le droit d'être financée en série A, enfin avait le droit, méritait de recevoir une série A, lorsqu'elle dépassait le million d'utilisateurs. Il y a un débat là qui tourne sur une mailing list et sur Hacker News depuis 6 mois et qui est assez amusant, parce qu'il y a un type qui s'appelle Chris Dixon qui a dit non, maintenant la nouvelle série A c'est 10 millions d'utilisateurs. Puisque la quantité d'argent est toujours la même, que la quantité de boîtes B2C augmente, il faut juste qu'ils se financent beaucoup plus avec d'autres avant et qu'ils viennent nous voir quand ils ont atteint des niveaux de maturité où ils méritent notre argent. Et de toute façon, on n'est pas vraiment en concurrence, il n'y a pas plus d'argent, donc autant profiter de cette situation. Alors il y a des gens qui disent non, c'est 3, non, c'est 5, enfin, c'est un débat complètement absurde. Parce que par définition, à mon avis, je ne pense pas que ça se résume à une question du nombre d'utilisateurs. Ça m'étonnerait que la décision soit simplement prise sur ce critère. Mais ce débat est en fait symptomatique de ce qui se passe en série A, de simplement l'absence d'inflation. Mais il y a une autre théorie possible quand on voit ça. C'est qu'on peut se dire, mine de rien, c'est peut-être une opportunité économique incroyable. Il y a un autre moment de l'histoire où cette situation a eu lieu. C'est quand Warren Buffett s'est lancé sur les marchés financiers. Quand Warren Buffett s'est lancé sur les marchés financiers, c'est ce qu'il appelait les mégots de cigares par terre. Il disait, moi, j'investis dans toutes les boîtes. Vous savez, quand vous fumez un mégot de cigare, vous le fumez plus ou moins longtemps. Et les gens plus ou moins snobs le jettent plus ou moins vite. Et il dit, moi, mon boulot d'investisseur au début, c'était de ramasser les mégots de cigares et de continuer à les fumer jusqu'au purin, le plus longtemps possible, en faisant un peu moins la fine bouche, mais il restait quand même beaucoup de plaisir à en tirer, parce que les gens les avaient jetés trop vite. Et bien, est-ce que dans cette différence entre 1749 et 692, est-ce que tout est bon acheté à la poubelle? Ou est-ce qu'il existe 10 pépites, 20 pépites, 100 pépites, 200 pépites, qui en fait ont une valeur considérable de multiples potentiels, mais qui ont une valeur relative inférieure à ceux qui ont été sélectionnés? Ben ça, c'est une opportunité économique énorme. Qui va prendre cette opportunité économique? Qui va réussir à structurer un véhicule d'investissement pour pouvoir la prendre? J'en sais rien. Mais ça m'étonnerait que si le nombre de startups de qualité augmente, il n'y ait pas quelqu'un qui finisse par se dire « Tiens, il y a quelque chose de très intéressant à faire ». Donc je pense que ce série A crunch, vous savez, on commence même en France à entendre ce discours qui est de dire « Ah, il y a de plus en plus de startups, la qualité moyenne descend ». C'est un peu comme à l'école. Le niveau baisse. Le niveau à l'école ne baisse pas, c'est juste que le nombre de gens qui vont à l'école augmente. Mais si vous prenez les 1% de gens les plus intelligents formés en 2010, ça m'étonnerait qu'ils soient moins intelligents que les 1% de gens les plus intelligents formés en 1960. Parti pris assez fort. Mais j'y crois sincèrement. Et j'irai même plus loin. À mon avis, ce ne serait pas étonnant qu'ils soient meilleurs. Et donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a plus de startups parce qu'il y a plus d'opportunités économiques et peut-être que la valeur moyenne des startups baisse, mais que finalement, le volume, lui, augmente et que donc la proportion étant constante, vous avez de plus en plus d'opportunités intéressantes. Le débat est ouvert. Prenez vos paris.
Alors, l'autre grande bonne nouvelle de l'année aux États-Unis, c'est que IPOs are back. Alors, pareil, c'est toujours compliqué. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle? Après l'IPO, ça s'écroule. Bon, mais finalement, Facebook est revenu au-delà de son seuil d'introduction. Ça a juste pris 18 mois et failli provoquer la faillite de Merrill Lynch, mais ils ont réussi. En tout cas, donc voilà, ça c'est le pipeline IPO qui, vous voyez, est à nouveau en explosion après la catastrophe des années 2000. Mais au-delà de ça, en fait, l'IPO a un phénomène majeur qu'on sous-évalue toujours, c'est qu'il remet énormément d'argent en circulation dans les écosystèmes. Dans un écosystème où les gens sont proches du financement de l'économie et où tout le monde, dans son patrimoine personnel, a une part qui est dédiée au financement de l'économie, quel que soit l'impact des IPO, ça va avoir un impact simple. C'est que le graphique que je vous ai montré avant sur le nombre de boîtes qui sont financées en seed va forcément aussi être en inflation. Twitter a fait je ne sais plus combien de millionnaires, 1000 je crois, ou 5000. Facebook en a fait 7000. Etc. Ils ne font pas qu'acheter des Porsche, en fait. Assez bizarrement, ils restent dans cette industrie. Ils ne déménagent pas. Ils restent localement et ils passent de l'autre côté de la barrière et ils financent. Et ça c'est un cercle très vertueux qui est en train de s'accélérer et qui explique beaucoup le financement, qui explique aussi la volonté de beaucoup de gens en dehors du public de vouloir investir. Ce qu'on a vécu avec les penny stocks dans les années 90 à Wall Street, c'est un peu la même chose avec ces histoires d'equity crowdfunding. C'est que d'un seul coup, on estime que tout le monde a le droit de prendre une part dans le financement. Et ça, c'est pas anodin. C'est que d'un seul coup, le financement, c'est plus une histoire d'initiés entre eux qui possèdent un deal flow propriétaire. C'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, au public général, dans lequel beaucoup de gens vont perdre de l'argent. Mais c'est comme le rêve américain, à partir du moment où seulement une personne en gagne, ça suffit à garder tout le système debout. Et donc, même si on peut avoir des critiques extrêmement factuelles en disant « oui, mais tous ces gens n'ont pas la maturité nécessaire à évaluer un portefeuille de sociétés technologiques, de sociétés en cours de création », sans doute, mais il n'empêche que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est simplement la vague supplémentaire. C'est plus les penny stocks. Je ne sais pas si vous avez vu le film Wolf of Wall Street, mais il y en aura forcément un de cette génération-là. C'est-à-dire qu'il y a un type qui va se réveiller, qui va se dire « il y a un métier génial à refourguer du rêve technologique à tout le monde ». Comme il y a eu un métier génial à refourguer du rêve de gagner sa vie en bourse à cette époque. Alors, les IPO, en fait, sont accompagnés d'un autre phénomène. Et alors celui-là, c'est un phénomène que je trouve beaucoup plus intéressant que les IPO, qui est l'explosion des marchés secondaires et la facilité avec laquelle, aux États-Unis, vous pouvez vendre des actions que vous possédez dans des sociétés qui ne sont pas encore liquides. Alors, qu'est-ce que c'est un marché secondaire? C'est un marché dans lequel vous pouvez aller échanger des actions et des titres privés qui ne sont pas encore publics, en respectant un certain nombre de conditions, de droits de premier refus, etc., avec des gens que vous ne connaissez pas, librement. Et donc, c'est un véritable marché. Alors, quand vous êtes employé de Facebook, c'est plus simple de vendre vos actions que quand vous êtes l'employé de la start-up du coin que personne ne connaît. Mais à partir d'un certain stade de succès, d'un seul coup, votre actif devient liquide. Alors, vous avez plusieurs sociétés. J'ai oublié le nom de la troisième, mais je voulais en parler de trois. La première, très connue, c'est Second Market, qui est le leader de ce travail-là, qui va faire un travail d'analyste financier pour donner une information sur la valeur de l'action non cotée. Et alors, Second Market subit énormément de critiques parce que par définition, comme le nombre de titres en circulation sur ces boîtes-là est très très faible, les valorisations explosent. Par exemple, beaucoup de gens ont acheté sur Second Market des actions Facebook à plus de 150 milliards de valo. C'est-à-dire bien au-dessus de la valeur d'IPO ou même de la valeur de marché actuelle. Parce que vous en avez tellement peu en circulation qu'il y a une enchère terrible. Vous avez EquityZen, qui est une toute petite start-up mais très intéressante qui vient de se faire financer en série A. EquityZen est spécialisé dans le fait d'aider les employés à valoriser sur le marché bancaire les actions qu'ils possèdent. Alors je m'explique, vous travaillez pour Facebook. Et Facebook vient de faire sa série C avec Goldman Sachs à 15 milliards.
Et vous avez l'équivalent de 7 millions de dollars d'actions Facebook. Le problème, c'est que ces 7 millions de dollars, ils sont virtuels. Vous ne pouvez rien en faire. Goldman Sachs ne veut pas vous les racheter. De toute façon, le management de Facebook ne veut pas que vous les vendiez à Goldman Sachs, etc., etc. C'est là qu'intervient EquityZen. EquityZen vous dit, écoute mon grand, parce qu'il parle comme ça, écoute mon grand, ces 7 millions valent énormément en fait. Donc on va faire quelque chose, je vais t'offrir un prêt bancaire, tu vas t'offrir un actif tangible avec. Donc tu vas t'offrir une maison, une Ferrari, une Rolex, enfin quelque chose qui ne va pas perdre de sa valeur. Et tu vas mettre en disponibilité, en garantie, les actions en question. Et quand l'IPO arrivera et quand tes actions seront débouclées, bah, tu me rembourseras avec un taux d'intérêt de temps. Et si par malheur ta société périclite, eh ben, je reprends mon actif intangible et j'en fais mon affaire. Donc tu auras payé. Et nous, on assure la prise de risque. Donc, quel est l'impact de ça? Bah, l'impact de ça, c'est que d'un seul coup, dans la vallée, toutes les sociétés qui vont faire des séries B, des séries C et qui vont offrir des actions vont d'un seul coup devenir extrêmement attractives pour les salariés. Et donc, d'un seul coup, encore plus de gens vont vouloir rejoindre ces startups. Et donc, d'un seul coup, encore une fois, ce marché du financement secondaire peut avoir des impacts sur tout le bout de la chaîne. Parce que ça a de l'impact sur le late stage, parce que les gens préfèrent rester privés. Beaucoup de sociétés, avant, rentraient en bourse à cause de la pression des salariés. Si maintenant les salariés font plus pression et les partenaires font plus pression parce qu'ils peuvent trouver des façons de se débarrasser de leurs actions et de les rendre liquides sans entrer en bourse, énormément de sociétés vont rester privées le plus longtemps possible. Regardez Facebook et leur introduction en bourse. On a vraiment eu l'impression que c'était contre gré et contre eux, contre l'équipe fondatrice, que la société était entrée en bourse. Quand même, ils ont écrit dans leur S1 qu'il fallait bien finir par rentrer en bourse parce que des gens avaient mis de l'argent dans leur boîte. Et si ça tenait qu'à eux, ils ne l'auraient absolument pas fait. Et ça, c'est un point très important du marché du financement. C'est qu'un objet de financement et un véhicule d'investissement est toujours créé pour répondre à un problème et pour répondre à une inefficience de marché. À chaque fois que l'efficience de marché va augmenter, les formes classiques et structurelles de financement vont être beaucoup moins intéressantes. Alors, notamment, donc la chose, c'est qu'il n'y a pas que le haut de bilan. Vous savez, le haut de bilan, bas de bilan. Il n'y a pas que le haut de bilan dans la vie, il y a aussi le bas de bilan, et notamment toute la question du financement des trésoreries. Parce que une société, son financement en capital n'est pas sa seule source de financement. Et alors, parlons de ça. Par exemple, beaucoup de sociétés en France se financent en capital parce que la dette n'est pas disponible. Mais la dette est un marché qui, en soi, est une concurrence pour le financement en capital. C'est un arbitrage que vous avez en tant qu'entrepreneur entre est-ce que je prends de la dette ou est-ce que je prends du capital. Tout ce qui va faciliter l'acquisition par les entreprises de la dette va permettre. Alors ça, là, on assiste. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'en France, il y a une explosion du nombre de startups dans le sujet. J'ai pris une startup anglaise comme exemple, Funding Circle, qui permet à n'importe qui d'aller prêter de l'argent aux entreprises qu'ils aiment bien, soit en mode direct, donc vous choisissez les entreprises, soit en mode indirect, vous allouez simplement de l'argent et l'argent est investi. Donc vous avez d'un seul coup, et alors allez sur fundingcircle.com, vous verrez tout de suite la homepage, c'est un discours patriotique. Les banques ne font pas le travail pour la nation, nous, citoyens britanniques, le ferons. Et vraiment, God save the Queen, parce que d'un seul coup, en fait, ils sont en train de retourner une frustration générale au service de leur business, et ils sont en train de s'allier à cette multitude de gens extrêmement frustrés. En France, on a FinexCap qui va se lancer. FinexCap, c'est le fait de financer vos factures de trésorerie extrêmement rapidement. Donc, vous envoyez votre facture en ligne et vous avez, en quelques clics, vous avez le financement approprié. Donc, si EDF vous doit 100 000 €,
et que le bon de commande est bien signé, etc., il est peu probable qu'EDF ne vous paye pas. Donc FinexCap va vous prêter de l'argent à un taux d'intérêt en attendant que quelqu'un au département administratif d'EDF se réveille et fasse le transfert. Et d'ailleurs, assez amusant, l'encours intra-PME en France est supérieur à l'encours intra-PME aux États-Unis, alors que le nombre de PME aux États-Unis est bien plus gros. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les banques font leur travail, donc les sociétés n'ont pas besoin de se financer sur le dos des autres. Comme en France, les banques ont beaucoup de mal à faire ce travail de prêt court terme et de découvert facile, eh bien, c'est une opportunité de marché énorme pour ces solutions-là. Alors, vous avez encore plus intéressant, alors ça je trouve que c'est l'idée de l'année, ISODEV. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais alors ISODEV, ils se sont dit, quand même, il y a une opportunité énorme en France, c'est de privatiser Oseo. Alors, je m'explique. Une banque vous demande, quand vous faites un prêt d'investissement, 30% d'apport. Le problème, c'est que ces 30% d'apport, vous devez les débloquer en trésorerie et que ça dégrade la situation de trésorerie de votre société. Et ça vous met dans une situation où, finalement, vous vous mettez vous-même dans la situation de ne pas pouvoir rembourser les 70% que vous avez empruntés. Parce que vous ne pouvez plus prévoir les à-coups, etc. ISODEV a un pitch très simple. Ils vous disent, aujourd'hui, les banques peuvent prêter à long terme sur des taux extrêmement intéressants, les 70% en question. Moi, je vais simplement prêter les 30% restants facilement, en quelques clics, en ligne. Donc, je m'allie au banquier parce que d'un seul coup, je lui permets de faire son travail. Le conseiller a simplement besoin de rentrer un numéro de SIRET et d'appuyer sur OK. ISODEV, dans 80% des cas, donne une réponse immédiate. Dans les 20%, donne une réponse en 72 heures. Parce qu'ils ont un doute, il faut regarder le dossier, il faut le traiter humainement. Donc ils ont quand même 80% de leur traitement qui est automatique. Et leur discours, alors ils ont évidemment un partenariat avec toutes les banques de France, parce que d'un seul coup, en fait, les banques peuvent mieux faire leur métier. Et ISODEV dit, bah, nous, on va vous prêter l'argent à 12, 14, 16, 18%. Mais ça vaut vraiment le coup, parce que si vous ramenez l'intérêt composé, finalement, c'est simplement un prêt à un taux à peu près acceptable, vu que la banque prête les 70% à un taux très très faible. Donc vous voyez comment, d'un seul coup, une inefficience devient, pour ces barbares-là, une opportunité incroyable. Et alors pourquoi je dis privatiser Oseo? Parce que c'est quand même la promesse d'Oseo, ce leverage, et que si vous demandez à n'importe quel entrepreneur qui a déjà eu affaire à Oseo, tu préfères Oseo à 4% par an ou ISODEV à 14% et c'est un clic, et il vous dira ISODEV à 14% et c'est un clic. Parce que quand même, la nouveauté dans la nouveauté, au-delà de vous prêter de l'argent à des taux plutôt élevés, c'est qu'il n'y a pas de dossier. Et alors ça c'est un des grands challenges, et ça a déjà eu lieu dans le marché des particuliers, mais on a une start-up chez nous, je vais juste vous donner cet exemple, qui est en train de faire une démonstration très amusante. Ils sont en train de travailler avec une foncière immobilière pour prouver à la foncière qu'ils sont beaucoup plus fiables qu'elles-mêmes pour déterminer si un risque locatif est réel ou pas. Aujourd'hui, leur discours est de prétendre qu'avec les traces numériques laissées par les gens en ligne, ils savent mieux dire si la personne paiera son loyer à la fin du mois qu'en demandant des fiches de paye et en demandant une feuille d'impôt qui, de toute façon, chez les gens qui ont vraiment envie de voler, sont bidonnées. Et leur pitch, c'est de dire, de toute façon, les seuls types, en fait, qui ne payent pas leur loyer sont les types qui ont les meilleurs dossiers. Donc le dossier est une anti-sélection, en fait. Parce qu'il y a un taux de faux. Vous savez que vous pouvez acheter maintenant pour 50 € des fausses fiches de paye et des fausses déclarations d'impôt en ligne. Il y a des services qui proposent ça en Russie pour le marché français. Taper fausse. C'est incroyable. Donc de toute évidence, les agents sont un problème. Et ce qui prouve que le monopole de déterminer le risque a depuis longtemps quitté l'espace des banques et l'espace des agences. Aujourd'hui, ces barbares qui maîtrisent l'analyse des données, le big data, etc., ont une information beaucoup plus fiable pour déterminer si quelque chose est risqué ou pas. Et donc, plus généralement, et c'est ça qui est amusant et intéressant, et je pense que ça ressemble un peu à cette image,
c'est que le monopole bancaire est attaqué. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le monopole bancaire, mais le monopole bancaire, c'est régulé par la Commission prudentielle en France. C'est ce droit qu'on a donné aux banques de façon monopolistique en échange d'une réglementation très sévère, d'être le seul à pouvoir prêter de l'argent. Et ça, en fait, c'est en train d'être attaqué, et ce n'est pas attaqué par des petits acteurs. Isodev, ils ont des moyens considérables. Ils ont levé 20 millions d'euros. C'est pas des gens qui sont en train d'attaquer les banques. Et en plus, Isodev, en fait, finalement, attaque les banques en s'alliant à eux, ce qui est même la meilleure position. Parce que qui vous dit qu'Isodev, dans 5 ans, ne va pas être en position d'offrir directement 100% du prêt quand ils se seront financés sur le dos des banques tout leur leverage? C'est ça le point. Et alors, la question, c'est quoi? En fait, on assiste à une désintermédiation massive, en fait. C'est que l'intermédiaire par les banques n'a pas bonne presse. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les banquiers souffrent énormément de leur image. C'est un combat politique qu'ils ont perdu. Là, si vous demandez à la plupart des gens s'ils apprécient leur relation avec leur banquier, c'est très rare qu'ils vous disent « Ah, moi j'ai un banquier formidable ». Et perdre le lien client dans notre économie moderne, c'est offrir à d'autres la possibilité de le conquérir. Et cette désintermédiation, elle est possible parce que maintenant, les particuliers peuvent prêter de l'argent, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que où Isodev va chercher son argent, parce qu'il faut bien avoir de l'argent pour prêter ces 30%, ils vont les chercher dans les trésoreries des assureurs, des grandes entreprises, etc., qui, parce qu'ils ne se font pas offrir des plans d'investissement pour leur trésorerie de long terme intéressants, préfèrent faire le rôle eux-mêmes, sans intermédiaire, en investissant leur argent tout seul. Et par exemple, en ce moment, alors je ne sais plus comment s'appelle ce véhicule, mais on voit apparaître sur la place de Paris, par exemple, le véhicule à la mode, c'est les fonds de prêt à l'économie. Les fonds de prêt à l'économie, c'est des véhicules vachement bien fiscalisés qui permettent à un assureur, par exemple, de prendre 50 ou 100 millions de trésorerie et d'investir l'économie réelle. Et il ne passe pas par une banque pour le faire. Parce qu'ils pensent qu'un Isodev, un FinexCap, un Prêt d'Union, un Landing Club, un Funding Circle fera un travail marketing et un travail relationnel infiniment plus élevé et infiniment plus facilement que ne pourra jamais le faire aucune banque. Et c'est ça qui est la pointe. Donc, pour revenir à tout à l'heure, la question, c'est quand est-ce que ces poches d'argent vont rejoindre les autres poches du financement de l'entreprise? Et je pense qu'en plus, tout ça, pour l'instant, c'est des micro-phénomènes. Mine de rien, on est dans un domaine qui est régulé. L'argent des gens, c'est quelque chose où ce n'est pas facile de pouvoir faire les innovations qu'on veut. Pourtant, les gens le font quand même. Les gens poussent. Et c'est un peu comme dans tous les domaines régulés. Le problème, c'est que le jour où la régulation casse, elle casse vraiment. Parce qu'on jette en général le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'un sujet comme ça, c'est un sujet politique. Aujourd'hui, un politique défend le lobby bancaire, défend le monopole bancaire, mais il le défend parce que pour l'instant, ce n'est pas un enjeu. Regardez la situation Uber et les taxis. L'État a défendu les taxis, l'État ne défend plus les taxis. Pourquoi? Parce qu'il y a des taxis qui sont fait massacrer à coups de des Uber qui sont fait massacrer à coups de matraque. Et ce jour-là, en fait, le combat politique a été perdu. Parce que la population, le politique ira toujours là où la population va. Et c'est des problèmes d'image, et c'est des problèmes d'image sur lesquels les sociétés du numérique maîtrisent beaucoup mieux que n'importe quel acteur traditionnel.